Jordan Dengue, Denis Sassou Nguesso, durant tous ses mandats, en fait, a fait un point d'honneur à décentraliser le Congo, notamment lui doter d'infrastructures. Ce que je voudrais aujourd'hui, par rapport à son projet, où est-ce qu'il veut amener les Congolais, notamment sur ce plan de la décentralisation? Parce qu'on a vu des tentatives, mais la chose a sans doute du mal à prendre parce que les communes ou encore les départements ont encore du mal à se séparer, à couper le cordon ombilical avec l'État. D'où effectivement il y a un grand travail qui va se faire sur l'évolution et en fait, si je peux dire, le développement et la réforme des institutions. Mais décentraliser va permettre effectivement, comme on le disait, au niveau des départements, une certaine indépendance, une certaine initiative. Donc la mise en place de zones économiques spéciales pour développer les richesses de chaque département. Les zones économiques spéciales, si vous permettez, on en parle depuis des années. Je pense que quel que soit le fait, quand on en parle, c'est déjà une bonne initiative. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est de permettre, comment dire, à toutes les zones d'être économiquement viables par rapport à chaque produit intérieur et surtout par rapport au capital humain qui existe. Oui, Alain Kwala qui s'en est occupé durant des années, n'a fait faire que des études jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu. Mais tout commence, mais vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que subitement... Enfin, mais le Congolais qui a besoin du travail d'Ardin Dongué, vous savez très bien, puisque ces zones étaient annoncées pour non seulement diversifier l'économie congolaise, mais aussi apporter du travail pour les jeunes qui sont en situation de chômage. Donc là, ça fait des années quand même, M. Alain Kwala qui a apporté ça durant des années. Il a fait des études, mais là, les études pour l'instant n'ont pas donné concrètement grand-chose au Congolais qui a besoin de nourrir sa famille. Pour l'instant, mais je tiens encore à dire que justement, c'est la mise en place, c'est la suite. Ça, c'était le chemin d'avenir qui avait commencé. Mais il faut toujours une étude de faisabilité. Hein, on ne vient pas et on ne met pas en place des structures pour ensuite dire que quelque part, elles ne sont pas viables. Donc, il faut quand même une étude de faisabilité et toujours une perspective dans le sens du développement. Je pense qu'une région a besoin de ce type de zone, que nous devons d'abord analyser en termes de faisabilité, et ensuite déterminer quelles sont les orientations par rapport à tel ou tel département qui vont être allouées à ces zones dites économiques et spéciales. D'abord, pour parler des zones économiques et spéciales. Oui. Et ensuite, en ce qui concerne, vous me parlez de la municipalisation. Je pense que c'est un grand bien pour les populations d'abord. Il faut aller vers l'indépendance, je pense, des départements. Il faut que, au niveau des départements, les hommes et les femmes qui vont prendre le relais de l'État dans ces zones-là puissent commencer à créer de la richesse sans pour autant, effectivement, tenir compte toujours de la manne on va dire, de la capitale et couper le cordon ombilical et générer des richesses. Il n'y a que les habitants et ceux qui résident dans les départements qui savent mieux que quiconque ce qui est bien pour leur département en termes de développement et d'orientation. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on y va. Et c'est à ça que servent effectivement les municipalisations accélérées. Mettre en place la représentance de l'État pour permettre aux populations justement de s'approprier effectivement le développement de leur zone. Alors vous le savez très bien, Jordan Dengue, qu'on a reproché à ces municipalisations de ne pas créer de l'emploi direct. C'est-à-dire que l'État arrive, construit des stades, construit des aéroports, construit des palais pour le président, construit des résidences pour le préfet et consorts, et à la fin, aucune usine ne sort de terre, il n'y a pas une unité de production. Oui, non, je suis désolé quand vous dites que ça ne crée pas d'emploi, parce que déjà ce que vous venez de citer génère de l'emploi. Je pense que pour construire ne fût-ce que ces structures représentatives de l'État, c'est déjà de l'emploi. Ça, c'est déjà l'emploi importé, je veux dire. Importé, non, mais puisqu'on se sert quand même, il y a quand même la main-d'œuvre sur place. Oui. Soyons raisonnables là-dessus. Et d'autre part, en termes d'usines, la municipalisation accélérée, ce n'est pas non plus l'industrialisation accélérée. Je pense que la faisabilité d'une création d'une production industrielle est aussi quelque chose d'un petit peu plus lourd que simplement la représentance de l'État dans une région. Mais je suis absolument convaincu que et c'est ce qui a été précisé, dans la marche vers le développement, nous allons passer maintenant à l'industrialisation, et en commençant par les domaines agricoles. Piscicole, agriculture, voilà. Et ce sont dans ces domaines-là que vont commencer effectivement l'industrialisation, si je peux me permettre de dire, lourde, et qui vont générer instantanément de l'emploi. Henri Blaisanza, avant que vous ne réagissiez, si vous permettez je vais d'abord que vous me répondiez, vous, de votre côté. Parfait Kolela a proposé quelque chose qui a surpris beaucoup de monde, c'est ces fameux 4 grandes régions du Congo et des départements. Par rapport à la décentralisation, comment concrètement, parce que la réaction notamment de M. Mongala, qui est le porte-parole du gouvernement, c'était de dire, ben voilà, ces quatre départements, ce n'est que l'exaspération des penchants un peu nauséabonds
nauséabonde, il faut le dire, par rapport au tribalisme. Ça va exaspérer le tribalisme. Déjà, concrètement, c'est quoi en fait ces 4 départements? Je voulais d'abord rebondir sur un point. Oui, mais rapidement, parce que j'aimerais bien que vous répondiez. Ça, c'est un volet très important de notre programme de société, effectivement. Quand tu parles de la municipalisation accélérée, mais ça a été un échec. Regardez dans les Kuala, combien de projets ont été laissés abandonnés dans les Kuala. Beaucoup de projets. Le président, la République a été obligé de reconnaître ça. Quand les partis en campagne l'ont reconnu, que je suis obligé de refaire encore une municipalisation accélérée. Donc vous suivez la campagne des... Mais bien sûr, je suis un Congolais, patriote congolais, c'est normal. J'évolue s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Oui, mais non, vous voyez, monsieur Cyr m'a fait comprendre quelque part que... Mais qu'est-ce que vous dites à cela? Non, c'est moi qui ai la parole. Oui, tout à fait. Mais alors, je vous la retire vraiment très brièvement, pour dire que nul n'est parfait. Et je pense que toutes les... Non. Nul n'est parfait. Voilà. Je pense que nul n'est parfait. Nul n'est parfait, exactement. Mais heureusement encore, je dis, quelque part, la municipalisation accélérée, l'initiative, l'idée, la perspective ne peut pas être, flouée ou considérée nulle, juste parce qu'effectivement, il y a eu des moments où certains n'ont pas pris leurs responsabilités pour poursuivre. Voilà, effectivement. Mais ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités, est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Bon, je crois tout le monde sait qu'il y a eu des détournements d'argent sur ce système-là. Alors moi, je voudrais qu'on revienne déjà vos 4 départements là. Dites-nous concrètement, ça se passe comment? Guy Brice Parfait Collier, dans son projet de société, le point parfait pour le redressement du Congo, la création de 4 grandes provinces. C'est-à-dire il y aura la province du littoral avec le Kwilu, le département de Pointe-Noire et le Niari. La province du Congo central, Congo avec K, c'est pas le Congo C, avec le département du Poule, de la Bouenza et de Brazzaville. La province de Mbé, avec les départements de l'Alekumu, la cuvette ouest et le plateau. Et la province de l'Équateur, avec les départements de l'Alikuala, la Sanga et la cuvette centrale. Donc le Congo, avec Parfait Collier, sera un pays complètement décentralisé. Donc toutes les provinces, il y aura... Dans chaque province, il y aura un gouvernement provincial et puis un parlement provincial. Je vous rappelle qu'en RDC, ça existe. Moïse Katumbi était gouverneur de Katanga, il avait un gouvernement provincial, il y avait un parlement provincial. Donc, ce n'est pas pour répondre au musée de Thierry Mongala, je crois qu'il faut qu'il reprenne ses cours de décentralisation administrative. Il n'est pas question du tribalisme. Vous voyez, quand on met la Bouenza et le Poule, qu'est-ce qu'il y a de tribal entre la Bouenza? Quand on met la Bouenza et le Poule, où est le tribalisme? Quand on prend Pointe-Noire, le Kwilu et le Niari, il est où le tribalisme? Quand on prend le Kumu et la cuvette ouest, où est le tribalisme? Ça, c'est des propos dangereux. Surtout venant d'un ministre comme Thierry Mongala. Venant d'un ministre comme Thierry Mongala, je crois que c'est injurier à son intelligence. Voilà. Vous voulez réagir à ça? Oui, par rapport à cette... Voilà, sur les 4 régions. Je ne sur les propos du ministre Thierry Mongala. Je pense qu'il les assume pleinement. Bon, me concernant, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je crois que le Congo de par son essence, n'est pas fait pour être scindé en 4 pièces. Mais le Congo n'aurait pas été scindé en 12 départements aussi. C'est la même chose quand on parle de 12 départements. Pourquoi on a 12 départements? On ne peut pas avoir 4 provinces. C'est la même logique. Sauf que nous voulons donner la possibilité à la population. Alors on va juste laisser... J'ai peu bon de temps quand j'ai répondu. On veut donner la possibilité à la population de décider, la possibilité de décision. Je vais vous dire quelque chose, mon cher Cyr Makosso. Est-ce que vous croyez que la population des plateaux, ou bien la population de la population du Poule, Kinkala c'est à 40 km de Brazzaville, est-ce que la population du Poule avait besoin d'un palais présidentiel à Kinkala? 40 km de Brazzaville. En voiture, non, je dis, démolir ces palais, en voiture, monsieur Cyr, non, en voiture, vous en avez pour 35 minutes. Est-ce qu'on avait besoin d'un palais présidentiel à Kinkala? Le président Sassou veut venir partir à Kinkala, il prend sa voiture, le même jour à Kinkala, il peut faire un aller-retour. Donc ça, c'est des mauvais investissements. Et ça a coûté des milliards. L'entretien par mois, c'est beaucoup d'argent. D'accord, attendez, si on avait donné la possibilité, si on avait donné la possibilité à ceux qui sont autour, par exemple, de décider de ce qu'ils veulent, je crois qu'ils auraient peut-être créé une unité de production,
même dans la population de Djambala, de Plateau, il y a la pomme de terre, il n'y a aucune usine de production de frites. Elle pouvait peut-être décider de créer une unité de production de frites. Mais c'est parce que c'est l'État central qui a décidé, voilà, on vient vous construire ça. Alors que les populations n'ont forcément pas besoin de ça. Je crois que les populations ont besoin d'autres choses. On a bien compris, on va juste laisser Dordain Dengue, allez-y. Bon, je vais continuer. Allez-y. Quand vous faites la comparaison du Congo-Brazzaville avec le Congo-Kinshasa, vous voyez que les proportions sont quand même... C'est un exemple. Il y a bien d'autres pays. Non, ça c'est un exemple d'à côté parce que ce sont nos voisins immédiats. Oui, mais justement, c'est un mauvais exemple parce que le Congo-Kinshasa peut être considéré comme une mégapole. Vous voyez déjà que dans la capitale, ils sont quasiment le triple de ce que nous sommes quasiment au Congo. Donc, essayer de jouer sur le même registre n'a pas de sens. N'a pas de sens. Je pense que les départements qui sont là sont très bien et que les populations ne s'en plaignent pas pour autant. Et que ce serait quand même... Donc pour vous, c'est une mauvaise proposition. Il faut bien avancer des arguments que c'est une mauvaise proposition. Ce serait sectarisé. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a sectarisé? Non, ce serait... Qu'est-ce qui est sectarisé? Non. Est-ce que si l'État perd un peu de son pouvoir, puisque vous parlez tout à l'heure des départements par exemple, si l'État perd un peu de son pouvoir, ça ne permettrait pas de faire vivre le tissu local? Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de, comme vous me dites, ça c'est des exemples que je donne. Que l'État ne perd pas. Déjà dans la nouvelle constitution, on signifie, parce que quand vous dites l'État, vous parlez peut-être sûrement du chef de l'État. Non, peut-être pas. Non, de l'administration, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement. Mais la municipalisation, justement, sert à quoi? Sert à cela. Quand vous parlez du palais présidentiel, au niveau, par exemple, du pôle, mais vous êtes sûr que, la municipalisation s'est faite dans cette zone sans tenir compte de la population? Mais ça, je veux dire, on ne les a pas tenus à l'écart, c'est pas comme si on les avait ressortis. Vous savez, on les a tous pris, on les a déposés quelque part, on est allé faire la municipalisation. On a construit les mêmes infrastructures dans tous les départements. C'est qu'on n'a pas tenu compte des réalités des départements. Quand dans le plateau, il y a la pomme de terre, il n'y a aucune unité de production de frites, aucune usine, s'il vous plaît, aucune usine ne peut exploiter les pommes de terre. Vous allez construire des palais. Vous construisez tout ce que vous avez construit dans le Niagara, vous le construisez dans le plateau, vous construisez dans la Sanga. C'est qu'il n'y a pas, on ne tient pas compte des réalités effectives de ces départements. De la représentance effectivement et de l'indépendance de l'État dans chaque région. Il n'y a pas d'indépendance dans ça. Mais bien sûr que si. Quand c'est pas eux-mêmes qui décident. Où est l'indépendance quand c'est le gouvernement central? C'est là où j'en reviens. C'est-à-dire que vous affirmez qu'effectivement il y a eu une municipalisation sans tenir compte de la population. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais parce qu'on a reproduit le même schéma partout. Non, mais donc c'est ce que. Donc il n'y a pas de spécificité. Ça veut dire qu'à chaque fois, on retire la population, on fait la municipalisation, on ramène les citoyens et on leur dit voilà ce qui s'est passé derrière vous. Enfin, vous croyez que c'est la population qui a décidé qu'on construise un stade à Djambala, par exemple? Mais bien évidemment. Mais non. Écoutez, il y a quand même des cadres quand même. Oui, mais ces cadres qui obéissent à Sassou, quand ça soit décidé, ça s'applique, tout le monde le sait. Mais non. Ne prêtez pas autant de pouvoir au ministre Sassou Nguesso, rassurez-vous. Il est congolais comme vous et moi. Je veux dire, le bon point, c'est quand même qu'il a donné et qu'il connaît très bien ce pays-là et qu'il a donné suffisamment du temps de sa vie pour aller encore plus loin et présenter son projet, la marche vers le développement. Voilà, donc, messieurs, on va avancer dans cet échange. On va aborder un volet qui arrive, qui est souvent très peu abordé dans le débat politique congolais, c'est les questions liées à l'écologie. Denis Sassou Nguesso s'est avéré comme étant le champion de l'écologie. On l'a vu à la COP21, donner de la voix pour qu'il y ait des choses plus avancées. On voit ces initiatives au Congo. Aujourd'hui, on sait aussi que les plages congolaises sont polluées, les forêts congolaises, certains aujourd'hui se plaignent qu'elles soient plus ou moins pillées parce qu'on ne voit pas exactement comment les choses se font avec l'exploitation à outrance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans son projet qui est le sien, il y a des propositions sur des questions liées à l'écologie parce que c'est aujourd'hui une urgence mondiale en fait? Tout à fait. Je crois que vous savez qu'il a participé quand même à la COP21. Je crois aussi que vous savez que le Congo est l'un des pays reconnus comme étant poumon vert, j'allais dire, du monde. Et que à ce stade, s'il a été reconnu en tant que tel, c'est que la situation n'est pas aussi dramatique que... La description que je venais de faire. Voilà. Je tiens à préciser aussi ceci. Oui. Effectivement, c'est également une ouverture que nous avons au niveau de l'écologie, globalement ce qu'on appelle les énergies vertes.
Je crois qu'avec le patrimoine vert que nous avons, nous pouvons tendre vers ce que nous appelons la gestion, par exemple, de la forêt et qui peut nous permettre effectivement de ce qu'on appelle la biomasse. La gestion de la biomasse naturelle qui peut nous permettre effectivement par traitement, comme ça s'est fait déjà du côté de la Sanga, au niveau de Pokola, de générer des structures pour fournir de l'électricité, comme à Pokola. Il y a, je pense, un travail à faire de formation, de conscientisation au niveau de ces populations qui vivent naturellement au niveau de ces zones vertes, en ce qui concerne la gestion. Mais nous avons le solaire qui rentre en jeu et qui va effectivement... Concrètement, est-ce qu'il y a des choses d'Ordendingue? Tout à fait. Il y a des projets qui sont liés comment dire, à l'électrification, j'allais dire, propre des villages par le biais de l'énergie solaire. Il y a quelques projets, comme éventuellement un projet que je porte, si je peux me permettre, qui est vraiment un Congo en lumière, avec un système justement pour les populations rurales, pour obtenir et acquérir l'électricité à moindre coût par l'énergie solaire, l'électricité et la recharge de téléphone. Donc rester en contact effectivement avec les proches et l'ensemble de la population. Je pense que ce sont des projets... De toute façon, vous remarquerez que sur le monde actuellement, il n'y a pas d'hyper-projet avancé en matière d'énergie. Tout le monde est dans la course. Donc nous ne sommes pas les derniers et je pense que bien au contraire, avec ce qui va venir, nous serons parmi les premiers. Arribes Donza, est-ce que Parfait Kolela est un écologiste? Est-ce qu'il a le souci de l'écologie? Parce que vous nous parliez des chiffres, vous nous disiez beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans son projet, le plan Parfait, y a-t-il quelque chose sur ces questions d'urgence liées à l'écologie? Bien sûr, déjà il y a la protection des parcs nationaux que nous avons, surtout au niveau du Nord. Je crois que c'est toute une richesse pour le pays. Ça crée de l'emploi parce qu'il y a le tourisme qui vient derrière ça. Et puis effectivement, il y a l'énergie solaire, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, même les pays développés, ils sont en train de laisser l'énergie fossile pour aller vers l'énergie solaire. Et dans son projet, effectivement, il y a un point très important sur ça. On va développer l'énergie solaire. Voilà, donc on voit que Denis Sassou Nguesso et Parfait Kolela s'entendent au moins sur des questions liées à comme il a dit, puisque... je rejoins quand il dit qu'actuellement, il n'y a pas trop l'écologie, c'est maintenant que ça rentre un peu en jeu, voilà, c'est un peu populaire. Les gens sont encore dans les études. Mais surtout, il faut tenir compte bien malheureusement, on vit depuis tout le temps sur... et on subit, si vous voulez, la pression des lobbies du pétrole, du gaz, du charbon. Donc, pour l'instant, les énergies fossiles ont encore une grande part dans l'économie mondiale. Donc, pour quelque part laisser de la place aux énergies vertes, il y a un combat qui se fait. Et vous vous rendez compte que même dans les pays développés, c'est pas encore donné. Donc... Voilà, ce qui peut être donné, si vous me permettez, d'Ordendingue, c'est qu'aujourd'hui, au niveau international, le Congo clame et réclame sa souveraineté. Denis Sassou Nguesso le dit quand il veut, quand il le peut, pour ne pas que le Congo soit à la botte d'un pays tiers. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces questions de souveraineté, par exemple, il y a des propositions concrètes pour ne pas, demain, que le Congo soit à la remorque d'un pays? Parce qu'on a vu les différentes interventions, notamment de la France, dans le débat politique congolais, a toujours hérissé le poil de votre candidat. Oui, bon, vous savez, c'est le jeu politique. Je pense que c'est le jeu politique. Ce n'est que par le développement au niveau du Congo national, la participation et l'unité de l'ensemble du peuple congolais, que cette question-là prendra toute son ampleur ou toute sa logique. Je crois qu'un pays a le droit de s'autogérer. Il n'y a pas d'ingérence, je pense, du Congo dans la vie sociale ou politique de d'autres pays. Au contraire, il y a de l'aide dans la sous-région. Bon, en termes de souveraineté, il faut aussi tenir compte que, par exemple, la gestion que nous avons, par exemple, pour l'instant de notre pétrole, fera que quand nous serons, par exemple, totalement indépendants en termes de production, de traitement, de redéveloppement, elle sera encore plus forte. Je crois que nous sommes liés encore sur certains points avec ces États qui, de temps en temps, font de l'ingérence. Bon, mais écoutez, ça va changer. Hein. Nous allons vers une marche vers le développement qui fait que, quelque part, c'est inévitable. Arribes Donza, moi, je pense qu'on ne doit pas parler de problème de souveraineté selon que les positions des pays occidentaux nous arrangent ou ne nous arrangent pas. Je pense que M. Sassou Nguesso a toujours bénéficié. En 1997, c'est la France qui a fait qu'il revienne au pouvoir. Là, il n'y a pas très longtemps, quand il y a eu les événements du 20 octobre 2015 à Brazzaville, lorsque M. Hollande a dit que le président Sassou avait le droit de
consulté son peuple, son intervention est passée en boucle sur le Télé Congo. Ils sont non pas privés, ça passe en boucle pour vous dire que voilà, là on a le soutien de la France. Quand ça leur servait, je crois que c'était bien, la France est intervenue en leur faveur, voilà, c'est passé en boucle. Mais quand il y a une intervention contraire, qui va dans le sens qu'ils ne souhaitent pas eux, ça devient de l'ingérence. Je crois que le Congo est signataire de beaucoup d'accords internationaux, de droits de l'homme, voilà, sur plusieurs aspects. Je crois que le pays ne peut pas se permettre de vivre clos, hein, et puis dire que, voilà, par exemple, sur l'ensemble des élections, dire que nous sommes indépendants, on peut faire ce qu'on veut. Non, je crois qu'il y a un droit de regard de la communauté internationale sur la gestion de notre pays, surtout sur la gestion des crises, ou bien sur la gestion du processus électoral. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo, au niveau international, va bien pour vous, la diplomatie congolaise? Est-ce qu'il y a un nouveau souffle à lui donner, ou bien là où il est aujourd'hui, il donne déjà des gages de réussite dans certains projets? Tout à fait, mais rien n'est éternel. Je considère pour ma part que ça va. Cela étant, nous devons aller encore plus loin. Les élections vont finir, il va y avoir un nouveau système qui va régir le pays. Je pense que l'international attend de voir effectivement la mise en place de cette nouvelle république, et à partir de là sera apprécié effectivement et sera mesuré le niveau et l'importance du Congo à l'échelle internationale. Mais je crois que pour l'instant tout se passe très bien, hein. Il n'y a aucune... Allez-y. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Alors, par rapport à ça, Henri Blezonza, sur ces questions toujours de souveraineté, on se rend aussi compte que finalement, le Congo a besoin des autres. Il y a des accords que le Congo a signés. Est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres qu'il faudrait dénoncer si vous arrivez au pouvoir, par exemple? Ou bien ça reste en l'état, tout ce qu'a fait Denis Sassou Nguesso, c'est bon pour le Congo? Je crois qu'il n'y a pas un accord qui est... les accords qui ont été signés, c'est des accords acceptables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je ne vois pas pourquoi on les renoncerait. Même l'accord qui concerne notre adhésion au principe de la CPI, oui, ça devrait rester comme ça. Pourquoi? Donc vous ne changerez pas? Je crois que ce n'est pas une priorité pour le peuple congolais déjà. Ce n'est pas une priorité. Je crois que la priorité est ailleurs. Voilà, la priorité qui est ailleurs, mesdames, messieurs. On va terminer par ça. Pardon, messieurs, surtout, parce qu'on est habitué souvent à avoir des dames. Messieurs, on va terminer par ça sur des sujets de corruption. Donc, chez la société, directement. Aujourd'hui, la société congolaise, on dit qu'elle est gangrénée par la corruption. Partout où vous passez, il y a toujours nécessité de pouvoir glisser un billet, mouiller la barbe, ou, comme on dit chez nous, donner les matins sur Abana. Est-ce que vous pensez que là aussi, les sociétés que vous voulez construire pour le nouveau Congo, on arrivera peut-être à mettre fin, ou encore il faut compter sur le temps? Bon, je crois que sur cette question, nous allons nous rejoindre. Enfin, on ne sait jamais, je ne sais pas si... je crois que nous avons... Pour une fois peut-être. Oui, mais bon, c'est un début, ça fera deux. Je voulais préciser que la corruption est quelque chose qui effectivement gangrène généralement la majorité des systèmes. Vous savez que quand un pays est en développement, quand énormément de choses sont liées effectivement aux moyens, à la budgétisation, il y a toujours quelques petites bêtes noires, si ce n'est parfois beaucoup de bêtes noires qui viennent salir la dynamique et parfois même l'image d'une initiative. La corruption est quelque chose qu'il nous faut combattre vraiment de plein fouet. Je le dis, nous qui représentons une certaine forme de jeunesse, si quelque part il y a un message à dire, c'est que sur ce point-là, nous devons être intransigeants. Certes, nous donnons notre aval pour des programmes, pour des initiatives, pour que le pays se développe derrière des programmes, derrière des candidats, mais s'il y a une chose qui empêcherait notre pays d'évoluer, c'est vraiment la corruption. Et nous sommes contre. Et là, je prends le parti de personne. Je dis encore que la corruption est quelque chose que nous devons combattre et nous devons transmettre ce message-là tous les jours, si possible. Voilà. Bien, voilà. Un point commun avec Denis Sassou Nguesso. Oui, je crois que pour moi, la corruption est une plaie pour le pays. Je crois que parfait Collet l'a dit, aucun projet de société ne peut réussir si on ne combat pas la corruption. Et la corruption, je crois que l'exemple devra venir d'en haut. C'est le chef qui doit imprimer le rythme. Parce que tant que le chef n'imprime pas le rythme, tous ceux qui sont en dessous de lui, c'est tout un système. C'est une pyramide. Donc le chef doit imprimer le rythme. Mais je pense que sur ce point, je crois que le PCT a échoué sur ce point. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, c'est un pays complètement corrompu. Même à l'école, les enfants, quand ils font des devoirs, ils donnent de l'argent aux professeurs pour tricher. Quand il y a des examens, le bac, ils donnent l'argent aux sous-gens pour tricher.
Tout ça, c'est parce que elle est devenue presque institutionnalisée, la corruption. C'est parce que, effectivement, le chef ne tape pas du poing sur le corrompus. Le PCT a échoué. Non. C'est un devoir qui est national. Vous comme moi avons cette responsabilité-là. Nous avons des parents, nous avons des enfants, nous avons des frères et sœurs, nous avons des amis. C'est à nous de nous éduquer tous les jours sur cette... C'est pas à nous de montrer l'exemple, mon frère. Mais si. C'est pas... Parce que quand vous avez... On ne peut pas, nous avons cette responsabilité, quelles que soient les circonstances. Quand nous avons des gens, quel que soit l'âge qu'ils ont, qui commettent des erreurs dans ce sens, nous avons, quand nous sommes conscients que effectivement ce n'est pas pour le bien du pays, nous avons la responsabilité de nous mettre en avant et de préciser que ça ne passera pas. Mais nous avons cette responsabilité. Au moins, si vous dites que nous avons individuellement cette responsabilité et ensuite de la partager, après, si vous voulez rajouter des choses... La responsabilité individuelle, elle est là. Mais comme je te dis... Aussi bien dans la propagation. Non, l'exemple doit sortir d'en haut. Parce que quand vous avez les magistrats... Ça veut dire que sans exemple, vous considérez que la corruption... Voilà, sans exemple. Mais la corruption, il faut commencer à la combattre d'en haut. Quand vous avez des magistrats, par exemple... On la combat d'abord à partir de soi-même. Mais oui, mais bien sûr, moi je peux le faire à mon niveau. Mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est le chef qui doit montrer le rythme. Je crois que c'est le gouvernement. Non, c'est le gouvernement qui doit montrer l'exemple. Au niveau de la magistrature, il faut que cesse d'abord la corruption. Quelqu'un qui a commis un délit, il donne l'argent à un magistrat, on le sort de prison. Le policier qui était censé arrêter quelqu'un, on lui donne de l'argent, il n'arrête pas la personne. Le président de la République qui était censé sanctionner, quand je parle de l'administration accélérée de la Likwala, avec des travaux inachevés, des milliards. Mais tout le monde sait qui a pris ces milliards. On n'a jamais arrêté quelqu'un. Quand on n'arrête pas. Mais oui, mais tout le monde se plaît. Le président l'a reconnu dans le palais, il a dit qu'il va refaire une deuxième municipalisation. Pourquoi? Parce que les gens se sont plaints des travaux inachevés dans la Lukwala, dans le Niari, dans la Bouenza, dans tous les départements. Alors qu'on a dégagé 450 milliards pour la Lukwala, des travaux inachevés. L'argent est parti chez Bouya. Les gens savent qui prend l'argent, mais on n'arrête personne. Je vois que la corruption, c'est un problème qui doit être combattu. Combattre la corruption, il faut commencer par le haut. Le haut sommet doit commencer à combattre la corruption et ça viendra. Thomas Sankara l'a réussi quand il est passé président au Burkina Faso. Oui. Il a reçu pourquoi? Alors, on va juste laisser un peu de temps, si vous permettez, Dordain Dengue pour dire quelque chose et après on va conclure. Voilà. Enfin, de toute manière, nous nous retrouvons. Ce qui est clair, c'est vrai que le chef doit montrer l'exemple. Et il va montrer l'exemple. Voilà. En ce qui concerne Denis Sassou Nguesso, malheureusement, il ne va plus passer, donc il n'y aura pas le temps de montrer l'exemple. Vous savez, ça c'est... bon, de temps en temps, on fait des rêves comme ça où on se dit, bon, peut-être que les gens vont pas... C'est pas un rêve. Mais rassurez-vous, les choses se passeront peut-être pas dans le sens où vous le dites. Je dis ceci... La corruption, vous et moi, nous avons effectivement notre contribution à y mener pour qu'elle soit éradiquée. Ça, c'est clair et net, ce ne sera pas demain peut-être, mais c'est un bon début si vous et moi, on se retrouve individuellement sur le fait que nous avons aussi notre responsabilité là-dedans. Voilà, monsieur, je vais vous inviter à prendre vos responsabilités. Maintenant, vous allez à tour de rôle regarder la caméra. Vous allez vous adresser, vous allez prendre peut-être 1 minute ou 2, vous adresser à vos militants ou aux Congolais qui sont en face de vous pour comprendre l'intérêt qui est le vôtre de soutenir le candidat que vous portez aujourd'hui et surtout, quel message voulez-vous passer puisqu'on va commencer la 2e semaine de la campagne. Je vais commencer... par vous, Dordain Dengue, puisque c'est vous qui avez ouvert tout à l'heure. Donc, comme ça, je terminerai par Henri Blaise Nzonza. C'est toujours bien de faire la synthèse après. Je vais être simple. Je m'adresse à tous les Congolais et toutes les Congolaises, résidents congolais de l'étranger, d'appeler pleinement et avec toute l'assurance possible l'intégralité des Congolais qui sont restés au pays et qui vont être appelés à voter demain l'évolution, cette marche vers le développement que propose Denis Sassou Nguesso. C'est suite à la nouvelle espérance et au chemin d'avenir qu'il compte finaliser cette dynamique qui va porter et qui va rehausser le pays là où il est déjà arrimé. Il y a eu pérennisation, il doit y avoir maintenant développement. Votez tous le 20 mars Denis Sassou Nguesso et je peux vous assurer que l'intégralité des Congolais s'y retrouveront. Je vous remercie. Voilà, s'il vous plaît, restez avec nous. Restez avec nous. Voilà, donc c'est sûr. Après, c'est à vous maintenant, monsieur Henri Blaise Nzonza, directement. Quel est le message qui est le vôtre aux Congolais qui nous suivent, aux Congolais qui se reconnaissent ou non dans le projet qui est le vôtre, porté par
Guy-Brice Parfait Kolela. Oui, moi, je pense que le président Sassou Nguesso a échoué sur tous les plans. Ça fait 32 ans qu'il est au pouvoir. Le taux de chômage ne fait qu'augmenter. Le tribalisme ne fait qu'augmenter. La cohésion sociale carrément fracturée. Je soutiens M. Parfait Kolela qui propose un plan parfait pour le redressement du Congo. Dans ce plan, il propose le revenu de solidarité active aux diplômés sans emploi. Il propose de former 150 000 jeunes en 5 ans, jeunes apprentis en 5 ans. Et il propose la construction de 2500 km de rails, la construction de 5000 km de routes. Il propose la construction d'une université à Ouesso et une autre université à Pointe-Noire pour désenclaver, pour désengorger plutôt l'université Marion Rabi. Donc, il y a un plan pour la jeunesse. C'est un jeune qui a une pathologie, il a 57 ans, docteur en économie. Je crois que notre pays doit sortir de la dépendance du pétrole. Et pour ça, il faut un grand économiste comme Parfait Kolela. Donc, pour le 20 mars 2016, un seul choix, un seul vote utile, c'est le vote pour Parfait Kolela. Je vous remercie. Voilà, messieurs, déjà, merci. J'aimerais déjà que vous vous serrez la main parce que c'est une première que nous le fassions ici à Paris, Ziana TV, à l'initiative toujours, puisque c'est le premier débat durant toute cette campagne qui continue. J'aimerais vous remercier déjà pour la tenue, surtout pour le respect réciproque. Je pense que le Congo a besoin désormais d'avoir des hommes comme vous qui s'engagent dans le combat politique, pas dans l'invective, mais surtout idée contre idée, projet contre projet, et que le meilleur puisse gagner le soir du 20 mars, puisque l'élection a lieu le 20 mars prochain. Voilà, encore merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi qui nous suivez de plus en plus nombreux, à nos Kukumongako, toute l'équipe du côté d'Aulnay-sous-Bois. Merci surtout pour l'attention que vous avez accordée à ces hommes qui, aujourd'hui, donnent au Congo un nouveau visage, celui des hommes qui se parlent, qui confrontent leurs idées et qui ont besoin que ce Congo puisse avancer. Chacun peut-être en son rythme, mais l'objectif est le même, que le Congo puisse avancer. Encore merci, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.